Bonjour et bienvenue dans cette conversation à cœur ouvert. Autour de cette table, dans l'ordre alphabétique, Anna Gallet, Karima Meliani, François Roygens, Emmanuel Winter. Nous sommes réunis pour déjà dans une démarche de soutien envers Karima, envers sa personne, envers son message, qui est important. Donc nous, on fait de l'hypnose, nous quatre, on a des horizons différents, on a des sensibilités, des subjectivités qui sont différentes, mais on va à peu près dans le même sens. On va parler de ce qu'on voit depuis nos fenêtres, on va parler de choses comme le patriarcat qui peuvent être difficiles à écouter. Moi, j'aimerais que cet échange fasse appel à l'empathie plutôt qu'à la culpabilité. Maintenant, voilà, on va faire de notre mieux. On a révisé nos accords Toltec, donc on est quatre. Voilà, ça fait un accord Toltec par personne. J'ai confiance en vous, vous qui nous écoutez. Je suis convaincu que le respect, la bienveillance fait partie de vos valeurs et que vous êtes capable d'écouter quand on parle de souffrance humaine. Nous allons parler du patriarcat et de l'hypnose. L'hypnose est-elle fondamentalement, structurellement patriarcale? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on ne se trompe pas de débat? Est-ce qu'on ne prive pas les gens d'un débat constructif? Est-ce que tout ça, c'est bien rationnel? Donc, ça, c'est rationnel jusqu'à un certain point. Ça ne représente pas 100% des cas. Il y a des contre-exemples. Donc, merci de votre indulgence envers nos approximations. Le patriarcat, rapidement, on peut dire que c'est un conditionnement social, c'est une structure sociale, structure mentale, une loi prétendument naturelle, biologique, divine, la loi du père, les mythes fondateurs. L'origine de l'humanité, c'est toujours un homme, c'est jamais autre chose qu'un homme. Un homme adulte, c'est jamais une femme, c'est jamais un enfant qui aurait grandi, c'est jamais un groupe d'individus qui aurait évolué. Et on est, en fin de compte, conditionné dans nos comportements sociaux et il ne s'agit pas d'essentialiser l'homme, la femme ou ce dans quoi vous pouvez vous reconnaître, mais de parler de conditionnement social. On considère qu'il faut 18 ans pour être autonome au niveau de nos comportements sociaux, en moyenne. Donc la part biologique, la part génétique, elle est pratiquement négligeable. Voilà pour la présentation. Je continue, oui, j'avais pas fini. Donc le patriarcat, ça implique une vision hiérarchique des rapports humains, ça implique des positions dominantes des hommes sur les femmes et des hommes entre eux. Et certaines positions sont privilégiées par défaut, sans mérite, simplement par chance, de façon un peu aléatoire. Et donc, quand on est un homme, quand on est blanc dans notre société, quand on a plus de 40 ans, quand on est à peu près valide, on a un avantage à la base et on a un pouvoir de nuisance. Donc la question, c'est à partir du moment où on commence à ouvrir les yeux sur les choses, on peut choisir d'en tenir compte. Donc merci de respecter ce choix. Je vous invite à prendre la parole. Qui veut enchaîner? Bon, j'enchaîne. Donc, je vais me présenter rapidement, mais t'as déjà fait une bonne base de la présentation. Donc, moi, je suis Anna Gallet, je suis coach, praticienne en hypnose, formatrice, podcasteuse. Ça fait toujours un peu stylé, tu vois, de le dire. Et je vais te dire plutôt d'où je parle. Donc moi, je suis, pour ceux qui ne regardent pas les vidéos, donc j'ai 35 ans. Je suis blanche, une femme. Je suis née dans un milieu bourgeois. Je dirais pas très, enfin pas le haut de la bourgeoisie, mais plutôt bien, quoi. Et je suis grosse, donc je pense qu'en termes alors, tu t'en as parlé rapidement de l'intersectionnalité, c'est-à-dire quand les oppressions se croisent, en effet, un homme blanc de 60 ans a plus de privilèges qu'un homme pauvre, handicapé, qui aurait 20 ans, par exemple. Donc moi, en termes de... Voilà, je pense que j'ai beaucoup plus de privilèges que la plupart des femmes. Et du coup, je trouve que c'était important de le noter à cet endroit-là. Voilà, à vous. Je peux poursuivre parce que moi, par contre, mon histoire avec l'oppression, elle est différente de celle d'Anna. Moi, je proviens d'un milieu qui a été un milieu à la fois très, très modeste et dans lequel, dans une famille
pourrais qualifier de dysfonctionnelle à plusieurs niveaux, et donc marquée par une grande violence, à la fois dans mon milieu familial et violence qui se reproduisait également en dehors de ma famille, dans mon milieu social, dans le sens où, en tant que fille, à l'époque, jeune fille, issue d'un milieu social très défavorisé et de plus avec des origines maghrébines, je suis arrivée dans un collège UP de la région bruxelloise et c'est là que j'ai fait mes études. Ce collège était ouvert aux filles depuis 2 ans et la plupart des professeurs étaient des professeurs masculins et j'étais au départ la seule arabe du collège. Donc voilà, sans aller beaucoup plus loin dans ce que j'ai pu vivre à travers tout ça, ben, en fait, j'ai vraiment le souvenir de tout ça qui reste quand même assez vif, que j'ai dû travailler, hein, qui a laissé des traces clairement. Et ma chance aussi, ça a été d'avoir beaucoup de curiosité et de me dire que j'avais plutôt envie d'essayer de comprendre ces phénomènes d'oppression et de pourquoi l'être humain oppresse et peut être malveillant, et que ça venait en fait s'opposer à ma vision très bisounours peut-être de l'être humain, qui est l'idée que l'être humain est fondamentalement bon. Et en fait, j'ai gardé tout le long cette idée-là. Et quand quelque chose venait se confronter à ça, mon propre vécu et celui d'autres personnes, c'était de me dire, mais qu'est-ce qui fait que l'être humain fondamentalement bon tomber parfois dans la violence. Et l'explication que je me suis donnée, c'est la souffrance. Et donc, il fallait que je travaille sur la souffrance humaine. Et c'est vraiment ce qui m'a amené à ce parcours-là et aussi avec ben voilà, décider pour moi-même, peut-être principalement inconsciemment, que ce serait probablement la connaissance et la recherche dans ce domaine-là qui me permettrait en fait de gagner des privilèges ou en tout cas de m'émanciper de toute cette violence vécue. Et aujourd'hui, bah, il y a toute cette évolution et je parle d'une place de femme privilégiée qui, je pense, a pu gagner toute une partie de mes privilèges à force de travail, à force ouais, de recherche de connaître, de recherche d'informations, etc. Et, euh, et donc, tout en restant très sensible, j'ai voulu, dans un premier temps, enfin, de nouveau, hein, c'est pas des démarches conscientes, mais inconsciemment, je pense, me couper en fait de tous les milieux, de tous les endroits où je pouvais aller rencontrer cette violence. Et du coup, bah, par exemple, les médias, bah, c'est quelque chose dont je suis sortie il y a très longtemps. Je regarde plus la télévision, je regarde plus, j'écoute plus la radio. C'est trop dur, c'est trop violent. Voilà, ça vient toucher vraiment à des choses importantes pour moi. Et du coup, d'essayer d'être plutôt dans une posture où je vais essayer d'incarner moi-même ce que je veux dans le monde. Et donc d'agir là où je ne suis pas confrontée à mon impuissance par rapport à ces phénomènes violents sociétaux. Et donc, dans mon action en cabinet, par exemple, dans mon action auprès de mes proches, de ma famille, de mes amis, etc. Et donc, j'ai plutôt eu cette posture-là et pas la posture de lutte contre. Néanmoins, j'ai travaillé en planning familial et là, j'ai compris à quel point il était parfois important quand même de se positionner d'une manière plus militante, euh, tout en essayant toujours de garder cette posture de j'incarne ce que je souhaite, et bien d'avoir aussi de temps en temps, si nécessaire, bah, des coups de gueule, des dénonciations sur des choses qui ne sont pas OK. Voilà. Voilà pour ce qui me concerne dans mon parcours par rapport à tout ça et au patriarcat. Mais on a certainement d'autres choses là-dessus. Merci Karima. François, est-ce que tu veux te présenter? Ouais, bah rapidement. Bah, moi déjà, je suis le mari d'Anna. J'ai eu la chance de la rencontrer parce que je suis vraisemblablement le cisgenre type, quoi. 45 ans, une situation plutôt tranquille, blanc.
viens pas d'un milieu défavorisé ni trop favorisé, tu vois. J'ai des parents qui ont mené leur barque comme ils ont pu, tu vois. Euh, mais moi, je suis surtout là pour témoigner que ça a changé dans ma pratique, déjà. Ce que j'ai pu échanger avec Anna sur le féminisme, sur l'oppression qu'on peut mettre sur les gens, sur les violences qu'on peut avoir. Et je crois que j'avais à peu près tous les traits euh, du, euh, du mec qui n'était pas toujours. Voilà, je surjouais l'assurance, je surjouais plein de choses. Et le patriarcat a eu des effets sur moi aussi. Et moi, j'ai plus envie de témoigner de ce qui a changé chez moi dans ma déconstruction, dans ce que je rencontre aussi comme difficulté, parce que c'est pas juste que tu décides de changer, il y a aussi un entourage qui est là, il y a plein de choses. Euh, voilà, les prises de conscience qui sont là. Voilà, voilà, en gros, pour résumer. Moi, j'ai un cabinet depuis 10 ans maintenant, mais bon, accessoire. Merci François, et on en a parlé un peu en off. Euh, Bon, toi, t'es plus avancé que moi sur ce terrain-là, tu vois, mais le fait d'ouvrir les yeux n'est pas suffisant. On a plein de marquages, on a des conditionnements, enfin, c'est des choses qui remontent à la naissance. Donc, on n'y échappe pas, on n'y échappe pas comme ça, en fait. Mhm. Donc, soit ça, que ce soit du racisme, du validisme, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas. Ouais. C'est, Des choses qui sont ordinaires, qui vont de soi et qu'on n'identifie pas, en fait. on les identifie pas. Mais mais moi, vraiment, ma rencontre avec Anna a changé beaucoup de choses là-dessus. Moi, ça a changé beaucoup de choses là-dessus. Du coup, on part sur le texte de Karima Oui, ou- ouais, ouais, allons-y, allons-y. Karima, est-ce que tu veux reparler de ce texte que tu as publié, qui a fait tant de bruit? Oui, ok. Ben, ça va être nécessaire du coup d'aborder différents aspects dans ce texte-là, parce que en effet, Mhm. ben, il a eu toutes les limites de ce que peut être une publication Facebook, hein. Donc, évidemment, l'ensemble de ma pensée n'est pas possible à traduire en une publication. Le point de départ, c'était vraiment la question de la vraie et de la fausse hypnose. Et en fait, je réagissais à cette expression de vraie hypnose. Euh, et donc, quand je réagis à l'expression de vraie hypnose, ben, on me répond des choses qui, pour moi, mais on va essayer de m'expliquer encore un peu mieux ce que c'est que la vraie hypnose, par exemple. J'ai pas compris, genre. On va aussi essayer de m'expliquer ce que c'est que l'hypnose directe et pourquoi c'est intéressant. Donc là aussi, bah, donc j'aurais pas compris en fait en quoi c'est intéressant ou en quoi ça peut être intéressant. Euh, donc d'une part, moi je pense que c'est une forme de malhonnêteté intellectuelle parce que bah, en fait je parle pas de l'inintérêt d'une hypnose par rapport à une autre. Je suis pas en train de parler de ça. Euh, je parle pas de l'inintérêt pour moi d'apprendre quelque chose en tant qu'hypno, en fait. Mais par contre, on doit passer par le fait de me réexpliquer pourquoi c'est important. Et là, pour moi, déjà, j'y vois effectivement à nouveau ce phénomène que je dénonce, en fait. C'est cette position haute, cette position de domination dans laquelle, en fait, on ne s'intéresse pas à d'où parle l'autre, pourquoi il parle ou elle parle de cette manière-là, et où on vient tout de suite expliquer plus et expliquer mieux de sa position d'expert. Mais bon, il y a encore plein de choses à dire là-dessus, et je préfère qu'on y vienne progressivement. Donc voilà, ce que je dénonçais, c'était ce terme, vraie hypnose, au départ, hein, d'accord? Après, il y a toutes les notions par rapport à l'hypnose directe, les phénomènes hypnotiques, ou l'hypnose est-elle en soi la solution par la transe à tout type de problème. Mais ça, on en parlera plus tard, je propose. Donc, j'ai besoin de repréciser que donc mon message ne s'attaque pas à l'hypnose rapide, il s'attaque à des affirmations viriles qui sont censées définir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et ça,
pour moi, en fait, c'est un signe de domination sexiste. Pas autre, je ne peux pas le voir autrement, en fait, hein. C'est une position de pouvoir qui implique de la condescendance par rapport au public à qui on s'adresse. Et pour moi, ça fait partie des violences ordinaires. Donc, c'est des violences qui ont été étudiées, qui ont été travaillées, sur lesquelles moi, j'ai pas fait 5000 recherches, sur lesquelles Anna est certainement beaucoup plus à même d'amener des apports sur ces recherches-là. Et moi, j'affirme simplement que je connais ce phénomène-là, que j'y suis sensible et que, effectivement, il est bien plus le fait d'hommes dans ce domaine de l'hypnose, mais d'hommes aussi dans la société de manière plus générale, euh, que de femmes. C'est un peu la Et question que je j'ai vais envie de te m'arrêter poser là en par fait. rapport à cette dénonciation-là, parce que peut-être que les phénomènes, justement, peuvent être expliqués par Anna. Mm. Ou François, tu voulais dire Bah, quelque chose par rapport à alors, ça? alors moi, pour le coup, je laisserai Anna parler de ça parce elle est bien plus cultivée que moi là-dessus, sans aucun problème. Moi, la question que j'ai envie de te poser depuis tout à l'heure, c'est, tu disais on, c'est qui on? En fait, quand on regarde bien le on, euh, c'est en règle générale les mecs, quoi. Mais Mhm. si Anna, elle veut prendre le relais C'est pour ce que je dis. apporter, je Ah, l'ai- Ce que je je dis. pense que moi, je te rejoins Karima là-dessus, sur l'hypnose directe, voire ultra directe qu'on peut voir. Et là, je vais prendre des exemples parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des exemples en disant oui, mais on dit on généralise, c'est souvent un argument. Oui, mais la généralité, ça ne fait que reproduire les choses. Comme si c'était parce qu'on nous, on va généraliser qu'on va reproduire les oppressions. C'est même assez fort de nous retourner le truc. Mais par exemple, on prend les vidéos de street, d'hypnose. Et François, on en a vu en direct, même sans vidéo, on a vu à Montpellier de la street, où tu es même allé challenger le mec pour voir s'il se comportait avec toi comme avec les nanas, ce qui n'avait plus rien à voir, puisque Voilà. avec les nanas, euh, Il y avait c'était en limite. été, donc des bardeurs, enfin classique quoi, et que ça te fait des approfondissements en te caressant de l'épaule jusqu'au coude, et que ça te prend dans les bras en te calant contre le torse, enfin voilà, vraiment, on a eu le droit à tout le classique. Puis ça te retient en te touchant la poitrine aussi. Et ça te retient en touchant la poitrine pour pas que tu tombes. Hein. Bon, bah non, il faudrait pas que tu tombes. Tu vois, on peut pas. Visiblement, les suggestions d'ancrage au sol, ça n'existe plus à ce moment-là. Hein. On est obligé de voilà. Donc, on t'avait envoyé François en exemple en chèvre en disant est-ce que vraiment c'est nous parce que ça arrive. Moi, dans ma, alors, je l'ai pas dit au début, mais moi, je suis aussi en chemin. C'est-à-dire qu'il y a plein de notions que j'ai pas. Il y a plein de sexisme ordinaire que je m'applique à moi aussi, de grossophobie, que je suis la plus grosse grossophobe parce que je l'ai intégré en fait tout ça moi aussi. Donc je suis en chemin et si je dis des conneries, toutes mes excuses aux nanas plus avancées que moi qui m'ont beaucoup aidé sur le chemin. Et là, je vais tout de suite citer Marie Lisel, tu vois. Et le groupe Hypnose Inclusif, comme ça c'est fait, mais je leur dirai plusieurs fois pendant le podcast parce que c'est vraiment grâce à elles que moi j'ai avancé. Donc on t'avait envoyé François comme cobaye et clairement on n'avait plus du tout le même comportement. Ça n'avait plus rien à voir, personne t'a touché déjà. Il n'y a pas eu de voilà, il y a pas eu de toucher physique. Et quand on voit donc comme ça, c'est vraiment un exemple. Quand on voit les vidéos de street ou qu'on voit la street, je suis désolée, mais les trois quarts, voire plus des vidéos, c'est des mecs sur des petites meufs mignonnes en débardeur qui font n'importe quoi. Et qui font pas gaffe au consentement et qui demandent même pas et qui en ont rien à foutre parce que de base, si on est en street, c'est que les gens ont envie de tester, donc on peut tout faire. Ben non, en fait, on peut pas tout faire. C'est exactement comme en séance. C'est pas parce que tu es en séance qu'on peut tout faire parce que les gens ont envie de tester. Non. Donc, je te rejoins, Karima, là-dessus. Sur l'hypnose directe, comme on la voit, et en spectacle, pareil, j'ai vu un nombre de spectacles. Toi aussi, François, on a vu un nombre de spectacles d'hypno. On a vu des spectacles d'hypno nana aussi, que ce soit Giorda ou Melinda. C'est pas du tout la même ambiance. Hein. Donc, voilà pour les exemples. Je me rappelle pas la question, je suis partie dans mon truc. Je vais partir souvent dans mon truc, vous allez me C'est qui ramener. on? C'est C'est qui qui C'est les on? mecs. C'est les mecs. Et je vais te dire les mecs. Donc, je vais revenir sur qu'est-ce que c'est que le patriarcat, parce qu'un des premiers trucs qui va peut-être énerver, choquer, c'est est-ce que ça existe le patriarcat en fait? C'est un peu la première question. On pourrait se la poser. Est-ce que le patriarcat, ça existe? Donc là, je mettrai en référence des études hein, là-dessus, parce que les gens ont travaillé là-dessus, ils ont fait le taf, des sociologues, etc.
Moi, je vais partir, je suis ces études-là et ça existe. Il y a une domination de genre des hommes sur les femmes. C'est plus une domination de classe comme on pouvait le voir, par exemple, au Moyen-Âge où tu avais les bourgeois sur l'église, sur le machin, enfin voilà, tu vois, sur les paysans, etc. C'est plus une domination de classe, même s'il y en a aussi une, mais c'est aussi une domination de genre où les femmes, même si maintenant elle peut être la plus bourgeoise du monde, ça restera toujours en dessous d'un homme. Et ça, on le voit très bien des fois dans les exemples de sport. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais où on dit une classe de seconde pourrait battre une femme aux 100 mètres qui est record de France. Ça, on le voit passer très souvent, des trucs comme ça. Donc, les hommes sont supérieurs aux femmes actuellement et ils ont des pouvoirs que nous et des droits que nous, on n'a pas. Notamment le droit à la sécurité, par exemple, dans la rue. Personne va venir vous casser les couilles dans la rue. Personne. Nous, on ne peut pas sortir sans se faire emmerder. Tu vois, moi, depuis que je suis devenue beaucoup plus grosse, j'ai beaucoup moins le problème, mais je l'ai encore. C'est une bonne technique d'ailleurs. Je vous la conseille pas, mais pas mal. Mais je me suis fait suivre, moi, toute mon adolescence. Je ne pouvais pas rentrer chez moi par la porte de devant. Parce que si il y avait des gens qui squattaient en bas, et ceux qui squattaient, c'était des hommes, et je ne pouvais pas rentrer par devant, sinon il fallait que je les embrasse. Donc j'étais obligée de passer par le garage, de faire des détours pour pouvoir rentrer chez moi. Et tu flippes dès que tu rentres chez toi. Bon, bref, tu fais. Voilà. Donc il y a des droits comme ça qu'on n'a pas. Le salaire qui n'est pas le même, enfin voilà, vous connaissez, hein, après l'accès aux études, l'accès au poste, il y a plein de choses comme ça qui sont différentes pour les hommes et pour les femmes. Et je parle de ça parce qu'en fait, c'est pas une attaque contre les hommes. Parce que le patriarcat, il pèse aussi sur les hommes. Parce que le patriarcat va créer des rôles genrés, des comportements genrés, c'est-à-dire que nous, on va être les femmes douces, féminines, sympas, dans le doute, on va pas trop s'imposer, on va pas couper la parole, on va pas prendre trop de temps de parole. Là, je suis en train de me dire que je parle beaucoup, tu vois. Je suis en train de me dire, il faut que je me taise, parce que je parle beaucoup trop. Et les hommes, vous devez être forts, contrôlants, vous devez avoir le pouvoir, vous devez être sans émotion, responsable. Voilà. Donc vous aussi, ça fait peser des choses sur vous et sur nous. Donc ça fait peser des choses sur toute la société, quoi, le patriarcat. Et en fait, on est, et ça, Manu, tu l'as dit, on est dans ce contexte-là. On est né dans ce contexte-là. Et je vais reprendre une phrase, je crois qu'elle est de Bernard Fritz, que François, tu m'avais dit, le contexte gagne toujours. On ne peut pas s'enlever de ce contexte sociétal. On ne peut pas être en dehors de ça. C'est très difficile d'y être. Et ça demande, comme Karima, tu l'as dit, beaucoup de travail de se rendre compte de ces biais-là, de se rendre compte de ce qui se passe, de cette différence qu'il y a entre les gens. Donc, ce n'est pas une attaque envers les hommes, vous êtes méchants et tout, parce que c'est pas. On comprend bien. Les femmes, nous, en tout cas, quand on a un côté féministe comme ça, on comprend bien que ce n'est pas individuellement que vous voulez nous casser les couilles. On comprend bien que vous ne voulez pas exercer votre pouvoir individuellement de façon complètement consciente sur nous. Mais vous êtes éduqués, et nous aussi, on est éduqués dans un monde qui crée ça et qui le recrée de génération en génération. Et on ne peut pas s'en échapper. Donc oui, les hommes, mais pas les hommes individuels, mais les hommes comme ils sont éduqués actuellement. Est-ce que ça a amené un peu de clarté ou pas du tout? Je ne sais pas s'il y a une bonne façon d'en parler qui énervera personne. Non, Et, il n'y a pas de bonne façon parce que de toute façon, on les connaît, hein, les trucs de oui, mais pas moi, qui fait que Not all ramener, men. voilà, not all men, oui, mais pas moi, ça, tu vois, par exemple, j'en parlais beaucoup avec mon père quand on parlait des viols, des agressions sexuelles sur les femmes, oui, mais pas moi, j'ai jamais fait ça. Oui, mais en fait, ça, c'est une façon de ramener le sujet à toi et de plus parler des viols et des agressions. On s'en fout que pas toi, parce que tes copains, oui. Et ça amène aussi l'idée que et c'est aussi là-dedans que je crois que ce podcast il est important, c'est que il y a des féministes qui diront que il y a une frange du féminisme qui dit que voilà, les hommes n'ont pas grand rôle à jouer. Moi, je pense, dans ma façon de voir les choses, qu'ils ont un grand rôle à jouer parce que c'est vous qu'on va écouter en fait. Parce que dans ce patriarcat-là, nous, on nous écoute peu ou pas. Et, euh, et donc, les hommes ont aussi un rôle à jouer sur vous en êtes où et d'où l'intérêt de partager le parcours de la prise de conscience, quoi. Merci Anna. Est-ce qu'on peut être thérapeute et militante? Enfin oui, on peut, mais Alors, du coup, oui. comment on fait? Comment on fait? Euh, alors, pour le coup, moi, je pense pas être une très grande militante. Je pense que vraiment, je suis en chemin de plus en plus, tu vois, mais donc, je vais reciter Marie pour le coup.
puisque c'est elle la plus grande militante, je pense, qu'on a dans Marie-Lise. l'hypnose. Marie Lisel, c'est elle la plus grande militante qu'on a dans l'hypnose actuellement et qui est là depuis des années. Tu vois, pour le podcast, je suis allée chercher sur hypnose les anciens posts. Mais il faut voir les sauts de merde qu'elle prend, qu'elle prenait il y a 7 ans, il y a 4 ans, il y a 2 ans, avant qu'elle se fasse virer du groupe. Et tu sais, c'est le concept de la fenêtre d'Overton. Il faut qu'il y ait des gens qui ne laissent rien passer, qui reviennent toujours sur le sujet, qui soient, comme certains pourraient le dire, extrêmes. Parce qu'il faut l'agrandir, cette fenêtre d'Overton, à un moment. Il faut agrandir, et pour qu'en fait, il y ait des choses que nous, après, on puisse parler et qu'on puisse dire, mais ça, c'est pas normal. Je rebondis rapidement sur Marie, parce que moi, j'ai écouté un de ses podcasts sur le podcast Les Accompagnantes, à une époque où j'étais encore Red Pill, enfin à bloc, quoi, et ça a été dur à entendre certaines choses, mais c'est important, ouais, c'est important ce qu'elle dit. Voilà. Donc voilà, un remerciement avec des années de retard et pas mal d'horreurs que j'ai pu lui dire aussi, mais effectivement, c'est utile. C'est utile. François veut prendre la parole. Oui, On s'il vous plaît. t'écoute. Euh, Alors, moi, il y a plusieurs choses. Le Not All Men, c'est le premier truc que j'ai dit à Anna quand elle m'a parlé des agressions de rue. Elle m'a dit, mais en fait, moi, j'ai dit, mais moi, jamais je fais ça. Et elle m'a regardé en me disant, mais si tu dis rien, tu consens. Et je crois qu'il faut qu'on arrête de se cacher derrière notre petit doigt, parce qu'on laisse ces hommes-là parler pour nous. Et ben, si on les laisse parler, c'est notre faute. Donc, on doit avoir un autre positionnement par rapport à ça. Et c'est pareil en cabinet. C'est pareil en cabinet. Si à un moment, euh, on dit rien ou on ne soutient pas Karima quand elle pose son texte, on valide les gens qui sont là à lui expliquer la vie, comment, pourquoi, machin, nanana. Des gens qui n'ont pas le quart de ses études et qui devraient donc plutôt essayer d'avoir un peu l'esprit ouvert à quelqu'un qui apporte un autre point de vue. Hein, ce qui est un petit peu la base de notre métier. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose, moi je vais revenir à Marie et du coup je voulais lui envoyer un message il n'y a pas longtemps. Moi je tiens vraiment à excuser auprès de Marie parce qu'à un moment il y a eu un cas d'un hypno qui disait bah voilà je vous propose un cas et échanger sur ce cas. Et le cas il y avait un vrai côté sexiste, il y avait un vrai côté provoquant chez la cliente qui venait là. Et moi j'ai pas compris pourquoi elle montait au créneau. Et ça parle de. Et là, je parle de ma non-éducation, de ce point de vue-là. Je me comportais comme un enfant gâté, qui ne voulait pas comprendre qu'à un moment, bah voilà, j'avais le cul dans la soie et que c'était pas normal. Donc, moi, le premier, je dis à Marie, ouais, vas-y, t'es relou avec tes propos et tout. Et en fait, euh, c'est pas relou, c'est juste une vision du monde que moi, j'avais pas envie de voir. Euh, donc voilà, je voulais m'excuser pour ça parce que j'avais été un peu, pas vindicatif, mais pas cool avec elle. Euh, voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est que ouais, sur ce Not All Men, il faut que nous on arrête de se cacher derrière ça. Là. Moi j'ai appris ça avec Anna encore une fois. Hein. Si on se cache derrière ça, ça veut dire qu'on accepte que des gens aient des comportements de merde avec nos mères, nos sœurs, les femmes qu'on aime et ainsi de suite. Qu'ils soient thérapeutes ou dans la vie de tous les jours. Hein. Donc voilà, c'est pas une excuse que j'avais à dire. Oui, et moi, pour revenir à ce que vous disiez, je trouve vraiment important, c'est que, euh, effectivement, là où, pour moi, il y a une prise de pouvoir et de domination, c'est que plutôt que d'écouter ce que l'autre amène, comme étant quelque chose, en fait, qui pourrait m'amener à une remise en question perso, parce que je suis jamais parfaite, que d'abord, on participe toutes et tous à cette, allez, comment dire, à ce maintien systémique du patriarcat et de tous les aspects de ce, oui, de ce fonctionnement, eh bien, plutôt que d'écouter, on va me demander d'argumenter. Argumenter, pour moi, c'est déjà du côté de tort ou raison.
combat de coq. Je ne suis pas là-dedans, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Et ça, de nouveau, c'est une marque pour moi de fonctionnement viril, en fait. Il faudrait qu'en fait, je puisse argumenter et donc, à coup d'arguments, on va voir qui a tort, qui a raison. Ça m'intéresse pas du tout. Euh, alors, d'autres phénomènes, hein, comme par exemple des hypnos qui vont parler d'une notion systémique ou psychologique et à laquelle je vais donner mon apport en disant bah non, c'est pas exactement ça que tu dis. Et puis, mais qui vont m'expliquer que ChatGPT ou telle étude a été dans la direction de ce que ils affirment. Ben, écoute, alors excuse-moi, mais tu es en train de parler de systémique. C'est ma spécialité, c'est mon domaine. J'ai peu de spécialités, mais celle-là, ça en est une. Et donc, bah ok, si c'est ok pour toi de voir plutôt avec ChatGPT et de me dire en quoi j'ai tort, bah continue à le faire, mais on va pas continuer la discussion, quoi. C'est pas possible. Euh, un autre exemple, on parlait de la street tout à l'heure, c'est des hypnos de street qui ont appris la street et qui pensent en fait pouvoir ouvrir un cabinet et en plus former des gens à l'hypnose thérapeutique. Parce qu'en fait, ils savent mettre des gens par terre en 2 secondes. Donc en fait, c'est le critère. Et donc, pour moi, de nouveau, ce critère-là, parce que là, on est encore sur la première étape, parler du patriarcat et de la domination, ce critère de je sais te mettre quelqu'un en 2 secondes par terre, donc voici mon pouvoir, eh bien, et que ce critère est valable pour te dire qu'en fait, l'hypnose que tu fais te permet d'accompagner tout le monde, c'est de nouveau un discours dominant, un discours de domination sur l'hypnose, sur les autres formes de travail, sur ce que c'est vraiment que la psychothérapie, mais ça, j'aimerais qu'on en parle plus tard. Et donc, encore une anecdote sur le fait que je fais, comme disait Anna, je suis en chemin moi-même sur des questions. Il y a tellement de questions qui m'intéressent dans la vie qu'en fait, en tant que militante, je suis vraiment sur ce chemin-là aussi et absolument pas au même niveau que Marie Lisel qui y consacre tout son temps, toute sa sensibilité. Et donc, il m'arrive aussi d'avoir des comportements problématiques. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, Marie me demande de partager comment dire, mon mail, enfin mon post sur son groupe. Et je me trompe, enfin je me trompe. Je partage en fait des captures d'écran que j'ai pris ailleurs. Et en faisant ça, je me dis, je crois que c'est limite en fait de faire ça. Je crois que je peux pas faire ça. Mais c'est pas clair dans ma tête. Et Marie, sous mon poste, enfin, vient dans son groupe en me disant, écoute Karima, je suis désolée, je t'ai demandé de partager ton vécu, mais tu ne partages pas ici des captures d'écran. Ben, en fait, je l'ai remerciée parce que elle m'apprend quelque chose quand elle me dit ça. Elle m'apprend que moi-même, je peux être dans des comportements problématiques, c'est-à-dire d'être dans du non-consentement et d'utiliser des captures prises ailleurs dans son groupe à elle. Eh bien, moi, je trouve génial qu'elle puisse cadrer son groupe de cette manière-là et donc m'apprendre des trucs. Je ne le prends pas du tout du côté d'une attaque sur qui je suis, et qu'il faudrait que je démontre en quoi ce que j'ai fait est correct et génial. Ben non, en fait, j'ai plein de trucs à apprendre tout le temps. Et donc moi, c'est cette posture-là que je préconise, en fait. C'est que on arrête de penser que face à une information différente, eh bien, simplement, je dois prouver en quoi ce que tu dis est de la merde et en quoi je suis pas d'accord. Je vois pas en quoi c'est intéressant. Si vraiment tu veux pas te questionner, ton chemin, quoi. Sinon, prends la question, fais-la bouger en toi et éventuellement essaye un petit peu d'avancer là-dessus, simplement. Je vais. Manu, tu voulais peut-être dire quelque chose. Tu avais allumé ton micro. Pardon. Oui. Non, non, je voulais Non, c'est aller bon. dans le sens de Karima. Moi, j'ai l'impression que dans l'hypnose directe, on régresse, qu'on veut retrouver un peu les racines d'un truc un peu Mm. ancestral. Je pense qu'on idéalise beaucoup ce qui existait avant, parce que l'hypnose du 19e siècle, c'est quand même très discutable. Et à force de chercher la racine, on va s'enterrer, quoi.
On doit évoluer, on doit aller plus loin dans nos réflexions. On a une activité qui est constamment remise en cause au niveau de sa légitimité. On ne peut pas rester sur un modèle anachronique. Voilà. Hmm. Je te rends la parole, Anna. Le- je vais rajouter, enfin, parce que là, du coup, Karma, c'était intéressant. Je trouve que, en gros, je pense qu'on en est là. Quels sont les impacts du patriarcat dans notre métier? Est-ce que notre métier il est forcément patriarcal? Je vais te dire que je suis une buse en histoire, et notamment en histoire de l'hypnose. Donc là, je vais même pas aller chercher là-dedans. Et si quelqu'un a la réponse, donnez-la. Mais les impacts du patriarcat sur nos métiers, ça va être, comme tu dis, alors, dans l'hypnose de rue, ça va être dans les discussions, ça va être pour moi dans le consentement, dans une séance, où le consentement, c'est presque, on est un peu relou, quoi. On va pas tout demander. J'ai vu les réactions quand j'avais fait le podcast sur le toucher en séance, mais il y a des choses, c'est incroyable de les voir, quoi. On va pas non plus tout leur demander. Il y en a qui s'en foutent, oui, mais il y en a qui s'en foutent d'être touché en séance, et il y en a pour qui c'est très important. Donc il y a ça, il y a un truc tout con et qui va rejoindre le manque de formation en psycho, c'est qu'on ne couche pas ni avec ses stagiaires ni avec ses clients, qu'on ne Quoi? drague. Putain, une nouveauté. On le répète à longueur de journée, mais et on ne les drague pas non plus, et on Ça n'a pas chie. non plus, on n'est pas pote avec non plus, quoi. Alors ça, c'est dans l'extrême du cadre hein, classique, et là, vraiment, je pense que ça rejoint le côté patriarcat, parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui vont aller coucher, se marier, draguer leurs stagiaires, leurs clientes et tout ça, et on a tous les noms en tête, là. Pour ceux qui sont un peu dans le milieu depuis un moment, on sait tous qui a fait ça. Euh, plus tous ceux qu'on ne connaît pas. On a, quand ça sort, les histoires. Là, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, j'ai repris depuis quelques années les histoires qui sortent sur les viols sous hypnose. Pareil, je suis dans l'extrême. C'est que des hommes. Donc, à un moment, je veux bien, hein, pas les hommes, mais que des hommes quand même. Il y a ça, il y a dans nos séances un truc qui va pour le coup nous toucher toutes et tous, c'est que comme on attend des comportements genrés des gens, on peut amplifier des trucs qui sont pas normaux. Exemple, une femme vient en pleurs, qu'elle n'arrive pas à tout gérer, etc. En classique développement personnel, on va être là sur lui donner des ressources pour apprendre à gérer les choses. Si on prend un peu plus large côté système dans lequel elle est, la charge mentale, le fait qu'en effet elle gère tout, c'est pas juste elle dans sa tête une vision du monde, qu'elle a beaucoup trop de poids sur les épaules et que c'est pas normal, c'est important. On peut pas juste renvoyer aux gens leurs responsabilités individuelles en disant bah démerde-toi, t'es responsable de toi, vas-y quoi. Donc ça, dans une séance, ça peut être, tu vois, on va une femme qui va beaucoup pleurer, machin, ouais, elle est hystérique. De toute façon, les femmes, ça pleure beaucoup, tu vois. On va avec nos biais issus du patriarcat. Un homme, on accompagne un homme qui ne pleure pas beaucoup, qui n'a pas beaucoup d'émotions. Oui, mais c'est normal, c'est un homme. Donc on va peut-être même pas chercher à travailler ce pattern-là, puisque de toute façon, c'est normal, c'est un homme. Donc, en fait, ça va influencer tout, tout, toute notre posture, comment on va gérer nos séances, dans quel angle on va les amener, parce que forcément, hein, l'influence neutre n'existe pas, et la praticien neutre et la praticienne neutre non plus. Donc, ça va tout influencer, enfin pour moi, le milieu dans lequel on est, et je parle du patriarcat, mais je pourrais te parler du racisme, de la grossophobie tout con, hein, les fauteuils hyper serrés dans lesquels on ne peut pas s'asseoir. Mais insupportable. Quand tu arrives en séance et que tu as déjà honte de toi, de ton corps, et que tu ne peux pas t'asseoir dans je parle de ce que je connais, hein, mais dans un fauteuil. Le racisme, évidemment, en séance, ça joue aussi. Le côté colonialiste qu'on peut avoir, nous, surtout nous, Français, Européens, etc. Donc voilà, tout ça, et il y a beaucoup à apprendre là-dessus. Je suis encore, moi, qu'au tout début, mais je pense que vraiment, ça joue dans nos postures, entre nous, dans les formations qu'on fait, et évidemment sur les réseaux, quoi. Et je peux ajouter quelque chose? Vas-y. Quand tu as parlé du consentement, moi c'est un truc auquel je ne faisais pas attention. Je touchais les gens sur les épaules, tout ça. Et, euh, et quand on en a parlé, quand on a échangé, un petit peu avant que tu fasses ton podcast sur le toucher, moi j'avais commencé à mettre
le fait de demander aux gens si je pouvais les toucher sur l'épaule, sur ci, ça, et je leur disais, je vous demandais toujours l'autorisation. Effectivement, à vue de nez à la louche, 70-80% des gens me disaient, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Encore que. Mais il y a des gens, et surtout des nénettes, qui me disaient, ben, merci de demander, parce que des fois, c'est désagréable. Et ça fait partie des choses que nous, on peut faire, qui sont simples à faire, qui ne sont pas énormes, et qui facilitent le travail. Parce que s'il y a 80% des gens ou 70% des gens qui sont très à l'aise avec ça, il y a 20 à 30% des gens qu'on doit prendre en considération aussi. Voilà. C'est juste ce que j'avais ajouté sur ce que disait Anna pour compléter un petit peu. Moi, ça a vraiment changé ma pratique et ça a aussi changé la relation que tu installes avec des gens qui peuvent avoir parfois des émotions très fortes, qui peuvent venir pour des choses très sérieuses. Cette notion de consentement dans le fait de toucher les gens est, à mon sens, beaucoup plus importante que ce qu'on veut bien le croire. Je suis d'accord avec François. On considère qu'il y a un consentement implicite de tout, que la personne forcément va accepter un ensemble de choses. Euh, mais la base de la suggestion hypnotique, on la connaît, hein, c'est le Yes 7, c'est le fait que la personne n'a aucune conscience des conséquences de ce qu'on lui fait accepter. Ça, je pense qu'on n'en tient pas assez compte. Demander avant de toucher, effectivement, c'est indispensable, voire pas toucher. Et même, moi aujourd'hui, je demande avant de m'asseoir plus près de la personne. Et parfois, son corps dit non. C'est, en fait, nous, quelque part, on nous a pas appris qu'on pouvait dire non. Et notre corps, il est à disposition. Je vous fais dans le cliché, hein, dans l'extrême du tout, mais il est à disposition. En gros, vous êtes des humains individuels et nous, on est un groupe, des femmes. Tu vois, on n'est pas reconnus comme individualité. C'est là-dessus qu'on va entendre des clichés. On en a parlé juste avant sur ouais, mais les femmes, elles sont toujours en retard parce qu'elles se préparent. Parce que, voilà. Mais on est moins reconnus comme des individus dont on peut dire non et dont nos corps nous appartiennent. Tu vois, et c'est pour ça que le comportement il est très important en séance, c'est parce que et ce comportement il doit être réversible aussi. Tu vois, il doit être avec un grand oui quand tu as des ouais, non, oui, allez d'accord. Non, allez d'accord, c'est de la contrainte en fait. Oui. Donc ça doit être un grand oui, ça doit être réversible et ça on est obligé de le connaître parce qu'on doit l'expliquer à la personne en face qu'elle a le droit d'un moment d'avoir dit oui et de pouvoir dire non après. Et ça, sur nous, notre relation à notre corps, qui après, tu vois, ça, t'apprends un truc en séance, tu le généralises après ailleurs. Hein. Donc ça nous apprend aussi que bah, on peut dire oui à un moment dans la vie et puis après on peut dire non. Et c'est pas grave, et ça va en fait. Donc c'est des notions qui sont, je pense, très importantes. Karima, tu voulais Oui. rajouter Oui, bah, je voulais rajouter que j'entends aussi, enfin, je vois passer des choses sur, ben, en fait, le patient n'est pas entré en hypnose, donc enfin, il résistait, et donc je suis allée plus loin, et donc mes phénomènes hypnotiques ont permis qu'à un moment, il tombe comme une moule, quoi. Et j'avais, j'avais un exemple de ça, parce que enfin, dans ma dernière formation, hein, je donne des formations en hypnose, dans la dernière que j'ai donnée, c'était la formation de base et je demande tout le temps des volontaires externes parce que j'aime bien d'abord ne pas travailler sur mes élèves parce que s'ils rentrent et sortent en hypnose, c'est un peu plus compliqué pour eux de suivre la formation, qu'ils ont déjà tous les exercices entre eux, que si en plus ils doivent venir comme volontaires. Enfin bon, bref, pour plusieurs raisons, j'aime bien demander des volontaires externes. Et apparemment, je n'ai pas été assez claire dans ma demande parce qu'un monsieur s'est porté volontaire et est venu sur place. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans la situation où il était devant mon groupe d'élèves, j'ai vu tout de suite qu'il était très mal à l'aise et je lui ai demandé s'il était toujours OK et que bien entendu, il pouvait toujours continuer à me dire non. Et il me répond, non, non, c'est OK. Mais genre, non, non, c'est OK. Bon, bah, je dois aussi un peu faire confiance aux gens. Il me dit non, c'est OK, même si son non-verbal dit l'inverse. Bon, ben OK, monsieur, installez-vous et on commence. Et là, je vois, mais vraiment dans tout son non-verbal, que c'est pas OK en vrai. C'est pas OK du tout. Et que la situation d'induction, même si elle est douce et tranquille, dans forme, l'autre problème, c'est qu'il est devant un groupe et je sens tout son malaise. Et donc moi, je suis prise en fait entre, bon, je voudrais quand même montrer à mes élèves que
Quand on n'arrive pas à mettre une personne en hypnose par telle induction, on peut trouver une autre induction. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre aux gens. Mais ça va très vite dans ma tête parce que je me dis, non mais attends, est-ce que c'est ça qui compte là, maintenant? Ou c'est le malaise de cette personne? Et donc je finis par dire au monsieur, et alors, il y a un deuxième élément, c'est le monsieur, il a fait le déplacement, il est venu, il est là, il attend quand même une séance d'hypnose. Est-ce que je dois continuer pour lui? Ou bien est-ce que son corps est en train de me dire non? Bref, à un moment, après deux, trois essais, je lâche le morceau et je lui dis, écoutez, je suis désolée, monsieur, je n'y suis pas arrivée. Je n'y suis pas arrivée. Et il me dit, oh, oui, mais vous savez, enfin, je suis pas très hypnotisable, à mon avis, c'est, enfin, donc en gros, c'est lui le problème. Et là, je réponds devant tous mes élèves. Non, monsieur, je dis, en fait, vous êtes juste tombé sur une hypno qui n'est pas très compétente. Il y en a plein d'autres qui sont hyper compétents. Et vraiment, vous n'avez pas du tout de problème d'entrée en hypnose. C'est juste moi qui ne suis pas assez compétente. Je ne suis pas assez formée ou enfin. Alors, tu as mes élèves qui sont là, genre quasi, mais c'est quoi l'arnaque en fait? Elle vient nous former en hypnose. Mais heureusement, ils avaient déjà quand même passé 3 jours avec moi et que monsieur est parti. Il m'a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Et d'autres ont répondu à ma place. Mais en fait, simplement parce qu'elle voulait protéger le monsieur et pas elle. Moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre si cette personne se dit que je suis pas une super hypno? Qu'est-ce que je peux... Enfin, ça va changer quoi à ma vie? Par contre, ça va changer quoi à sa vie, à lui, s'il en vient à considérer qu'il n'est pas capable de quelque chose, dans ce cas-ci l'hypnose, et que moi je confirme en fait, son incompétence à lui. Ce n'est pas comme ça que je veux agir, ni dans mon cabinet, ni en formation. Je ne suis pas là pour montrer l'étendue de mon pouvoir. C'est pas mon espace à moi, c'est celui du patient. Et donc, malheureusement, je trouve aussi que l'hypnose rapide, ça peut être génial. Les phénomènes hypnotiques peuvent avoir un intérêt pour le patient. Quand j'ajoute à ces phénomènes hypnotiques, en tant que non-puriste de la non-vraie hypnose, des suggestions qui vont dans la direction de montrer à la personne à quel point elle est capable de certaines choses. Et pas non pas que moi, je suis capable de lui faire faire cette chose ou quelle hypnose est capable de lui faire faire cette chose. Et c'est là pour moi enfin, toute la différence déontologique dans du coup, si je réussis mon hypnose au cabinet, je fais payer les gens. Et si je la rate, je les fais pas payer. Un peu comme s'ils venaient me voir en spectacle. Enfin, ils viennent voir quoi en fait? Mes capacités ou ils viennent travailler pour eux? C'est pas, pour moi en fait, c'est la deuxième option. Tout l'espace thérapeutique est à la disposition du patient, à la disposition de sa demande et de son objectif. L'outil n'étant qu'une aide possible, et sûrement pas la seule, à aller vers son objectif. Voilà, moi je voulais juste amener ça par rapport à rapide, pas rapide, phénomène, pas phénomène. Pour moi, c'est là la distinction Oui. importante. Pour moi, quoi. Je pense que la distinction, comme tu dis, encore plus large que ça, c'est est-ce que c'est moi qui fais faire quelque chose? Est-ce que c'est moi qui mets l'autre en transe? Ou c'est l'autre qui peut aller en transe parce qu'il est en sécurité, etc. Combien de fois tu vois, c'est marrant parce que juste avant, là, j'avais une séance de supervision et où c'était le premier sujet, c'est ça. C'est j'ai des personnes anxieuses et elles vont pas en transe facilement. Et donc, du coup, je fais quoi? Comment j'arrive à les faire rentrer en transe quand même? Ben non, en fait. Il y a un moment, on s'arrête, quoi. On revient sur peut-être que les personnes ne partent pas en transe parce qu'elles n'ont pas confiance en nous. Ou dans tu vois, là, le contexte devant des gens qu'on connaît pas, etc., peut jouer aussi, quoi. Ou parce Et, que c'est pas le moment. Ouais, ou pardon. parce que c'est pas le moment, t'as raison, parce que c'est pas le moment, parce qu'on n'est pas la bonne personne, parce que, voilà, il y a plein de choses qui peuvent jouer et qu'on n'est pas à forcer comme des bourrins parce que on part du principe que, et ça, je trouve que tu le notifies très très bien dans ton dernier podcast, Manu,
que les gens s'attendent à vivre des trucs de ouf en hypnose. On part de ce principe-là parce qu'ils voient à la télé Mesmer, tu vois. Ben non, ils savent que la séance de transe, de thérapie, elle est différente de ce qu'on voit à la télé. Et en effet, quand tu l'as dit, ça m'a vraiment fait une prise en compte. Je me dis, oui, en effet, à chaque fois que j'ai demandé en début de séance pour vous, comment vous représentez l'hypnose, c'est quoi l'hypnose pour connaître un peu machin. Bah moi, ce que j'ai vu, c'est à la télé, mais je sais très bien qu'ici, ce sera pas comme ça. Bah voilà, en fait, arrêtons de vouloir absolument copier les hypnos de spectacle, même s'il y a des trucs dans leur pratique qui sont utiles, qui peuvent être utiles dans telle ou telle séance, à tel ou tel moment. Et les phénomènes sont un outil qui sont intéressants, mais t'es pas obligé d'en faire à chaque fois, quoi. Comme maintenant on veut lutter contre cette fausse hypnose qui serait que de la relaxe, on passe dans l'extrême inverse. Bon, bref, le débat, je pense, a été déjà bien mené Ouais, et puis là-dessus. je te laisse terminer, Anna. Moi, je crois que Je te ça avait... reprends, moi. Ouais, Oui, oui, je suis terminé, je pense. ok. Ouais, moi je comprends pas pourquoi on glorifie Mesmer. C'est lui qui aurait permis l'essor de l'hypnose thérapeutique. On ne sait pas combien de personnes il a fait fuir. On ne sait pas si l'hypnose au niveau thérapeutique, ça se serait pas mieux développé s'il n'avait pas été là. Voilà, donc ce discours-là de Mesmer, bon, c'est quand même une posture qui a rien à voir avec ce que nous on affiche. Euh, je suis d'accord avec Karima, notre réussite personnelle de thérapeute, elle est moins importante que la sécurité des personnes qu'on veut aider. Je pense qu'on valorise les personnes en demandant le consentement à chaque fois. Est-ce que vous permettez que je vous pose quelques questions? Est-ce que c'est possible pour vous de parler de ça? Etc. Il y a même une hypnothérapeute qui m'a contacté il y a quelques temps pour me dire que maintenant, elle évite même de scruter les gens. C'est-à-dire qu'elle dit aux personnes, dans un moment, je vais vous inviter à fermer les yeux, et moi aussi, je fermerai les yeux pour pas mettre les gens dans une position où ils vont être observés par quelqu'un d'extérieur. Je trouve que, cette personne qui m'a dit ça, elle a vraiment réfléchi en profondeur sur sa posture. Voilà. Vachement intéressant. Mm. Et tu vois, pour le lien est bon ou pas, mais on peut le relier au patriarcat sur le fait que Mm. c'est pas difficile pour nous de nous effacer, de douter quand on est une femme. Tu vois, de prendre moins d'espace. C'est un peu ce qu'on nous apprend de base, de pas prendre trop d'espace. Contrairement aux hommes où on apprend qu'il faut prendre de l'espace. Tu vois, on revient sur, par exemple, dans les transports en commun, sur le fait de prendre de l'espace dans la rue, ce sera toujours des groupes d'hommes qui vont squatter à des endroits. Voilà. Donc, c'est, je pense, plus facile pour nous de laisser plus de place aux clients que pour les hommes. Je pense qu'on peut argumenter dans le sens inverse, hein, mais c'est comme ça actuellement que moi je le vois. C'est Ouais, ce truc, tu vois, on avait eu cette discussion sur pourquoi les femmes euh, formatrices ont moins de succès que les hommes ou remplissent moins leur formation ou sont moins engagées, tu vois. Et on nous balançait dans le pif, ouais, mais c'est vous qui faites mal votre com, vous faites mal vos trucs, vous faites mal vos machins. C'est le féminin qui parle parce que les femmes sont plus douces, plus machin. Non, c'est une éducation de merde en fait. Un système à la con où, en plus les hommes se cooptent entre eux. Donc c'est plus difficile de faire sa place. Il On y a parle plus loin plus en fait. de, pardon, il y Non, a vas-y, plus je de disais juste, praticiennes, mais plus de formateurs. ouais. Et surtout, c'est ceux qu'on retient. Tu vois, si je te demande, donne-moi des hypnos connus, tu vas pas, les premiers que tu sors, ça va pas être des femmes. Parce que j'ai regardé là, tu vois, pour un espèce de souci d'honnêteté intellectuelle, j'ai regardé dans les gros centres de formation s'il y avait plus de femmes formatrices, plus d'hommes formateurs. C'est à peu près à l'équilibre, pour le coup. Il y a une certaine D'accord. parité. Il y a vraiment, j'étais moi-même surprise, tu vois, j'étais là, je vais m'énerver, tu vois. Et quand j'ai regardé, j'ai fait, bah non, il y a une certaine parité. J'ai regardé, tu vois, bah, les gros, hein, FNH, IFHE, Synapse et l'Arche. Mais ceux qu'on connaît, c'est les hommes. Ceux qu'on connaît dans le milieu, tu vois. Monsieur Roigins, vous vouliez peut-être compléter. ouais. Moi, tout ce que vous êtes en train d'exprimer, d'exposer, ça ramène au sujet de la formation. Moi, je me rappelle ma formation, on nous disait, il n'y a pas de bonne séance d'hypnose sans effet hypnotique. Qui servent de convinceur, qui servent de ci, de ça. On nous dit, faites attention à la prise de pouvoir sur l'autre, mais cette prise de pouvoir sur l'autre, cette envie de faire changer l'autre, d'aider l'autre à changer, elle passe par une prise de pouvoir.
d'une certaine façon. Et l'essentiel des formateurs que moi j'ai vus, c'est des mecs. L'essentiel. J'ai beau tourner toutes les formations que j'ai pu faire, c'est des mecs. Donc, c'est un petit peu compliqué quand tu débarques avec 1 mois, 2 mois de formation et que tu es en plein effet de Nick Kruger, de ne pas te sentir grisé par une espèce de prise de pouvoir comme ça. Il faut une éducation à ça. Et ça pose la question de la formation, ça pose la question du contenu des formations, de ce qui s'y passe, de ce qui s'y dit. Parce que pour moi, c'est une des problématiques qui, qui me semble importante. Et effectivement, la plupart, c'est des mecs. C'est des mecs. Et pour l'instant, c'est comme ça. Pour moi, quand Anna, elle dit il y a 50% de formatrices, 50% de formateurs, moi, je vois ça de ma fenêtre comme une espèce de caution. On pense mettre des femmes ici parce qu'on voudrait utiliser une forme de caution pour dire, regardez, nous, on est paritaire. Nous, on est paritaire. Mais ça pourrait être beaucoup plus développé, étant donné qu'effectivement, comme Karima le dit, et moi, c'est un truc que je fais dans mes séances, notamment sur le deuil, où je dis mon espace devient votre espace. Mon cabinet, ça devient chez vous. À un moment, j'ai perdu le fil de ma pensée. Merci le TDAH. On a le temps, François. Là, il faut me dire, j'étais sur quoi déjà là? Que là, j'ai vu le chat, il m'a perturbé. La formation, c'est beaucoup de mecs. La parité, c'est pour moi un espèce d'écran de fumée qui cache que le fait que les hommes sont prédominants dans la formation. Et, et je trouve pas ça très sain, en fait. Pas ça très sain. Très sain. Et Mais pas bon. vas-y, je vais juste, parce que c'est vrai que en fait, moi j'ai regardé, tu vois, sur Vas-y. les sites. Donc les sites, en fait, tu vois, tu prends tous les formateurs, tu comptes, machin. Mais en fait, ça ne dit pas, ce que ça dit pas, c'est combien de formations ils font à l'année. Parce qu'en fait, je peux avoir en effet une parité sur mon écran en disant, bah oui, en effet, il y a autant d'hommes que de femmes, et je peux avoir des femmes qui font une formation à l'année, tandis que les hommes en font 50, tu vois. Ça, j'ai pas j'ai pas l'info. C'est Petite comme tout, en parenthèse fait. Et là-dessus, ça, moi c'est un truc que j'organise, encore pardon. après avec Anna, il faut vérifier les sources. C'est comme, excuse-moi, Karma, c'est comme tout, en fait. Ce que moi, j'ai beaucoup appris avec Anna, c'est qu'il faut toujours vérifier ses sources. Toujours vérifier d'où ça vient, pourquoi c'est construit comme ça, et ainsi de suite. Mais là, on sort un peu du sujet. Mais voilà. Karima, je t'en prie. Oui, je disais un petit marqueur là-dessus, c'est que j'organise des formations en hypnose ludique. C'est pas moi qui les donne, hein, c'est Ralph. Et pour le coup, j'ai vraiment cherché à travailler avec quelqu'un que moi j'estime être une personne très éthique dans sa façon de bosser et qui a également une pluralité d'approches thérapeutiques aussi à sa disposition et qui fait pas que de la street, mais là, en l'occurrence, il donne la formation de street. Et c'est assez marquant de voir que, par exemple, dans cette formation-là, il n'y a que des mecs qui sont inscrits. Là, elle va arriver en avril, je n'ai que des hommes inscrits. Et dans ma formation d'hypnose thérapeutique, la dernière, je n'avais que des femmes. C'est intéressant, quoi, enfin, comme phénomène aussi à observer. Ouais, dans ton groupe aussi de thérapeutes, ton groupe long, de vraiment psychothérapie, tu as beaucoup plus de femmes. Il y a un ou deux hommes peut-être dedans? Il y a un homme. Un homme. Sur 35 thérapeutes, il y a un homme, ouais. Et Donc, ça, c'est des hypnos qui veulent justement aller plus loin que l'hypnose, en fait, qui ont compris que, OK, ils font de l'hypnose, mais que l'hypnose, ça règle pas tout. Et moi, enfin, voilà, j'avais aussi envie d'ouvrir sur cette notion selon laquelle la transe elle règle tout. Mais attention, pas n'importe quelle transe, évidemment. La vraie transe, c'est-à-dire la transe avec tous les phénos. OK, mais alors je me dis vraiment, si tu as découvert ça, il faut poser un prix Nobel parce qu'il y a des millénaires depuis lesquels les gens cherchent des solutions à la souffrance humaine, font des tas de recherches scientifiques dans toutes les directions, forment des psychologues, des psychiatres, créent des médicaments. Enfin,
franchement, si toi tu sais faire ça en 2 séances d'hypnose, parce que la transe profonde, en fait, c'est la solution à tout. Waouh! Alors, je te dirais merci déjà, parce que j'aurais enfin trouvé le truc que je cherche depuis plus de 30 ans, le truc que j'ai essayé d'explorer par moi-même, parce que je suis en psychothérapie moi-même depuis plus de 30 ans, à travers des méthodes magiques et moins magiques. Elles ont toutes contribué à mon évolution, mais pas de manière magique, jamais. Mais par contre, alors toi, si tu as découvert un truc magique, là, maintenant, je vais arrêter de perdre mon temps, hein, vraiment, hein. Parce que chaque année, je continue à suivre des formations longues et merci si je viens suivre ta formation et que tu me donnes la solution au truc que je cherche depuis 30 ans. Mais tu vas Merci. économiser de l'argent, hein. Là, vraiment, l'économie Mais d'argent arrive, hein, et de temps. de temps, en Ok. fait, tout, quoi. Je veux dire, les médecins arrêteraient de Imaginez. s'emmerder, enfin, les universités Ah, arrêteraient de perdre du temps. Enfin, c'est exceptionnel, cette histoire. Je savais pas. Franchement, je savais pas. Oui, François? Pardon, je vais me permettre de compléter parce que c'est, on en rit comme ça, mais c'est grave. Et je pense, du coup, là, avec le recul et les choses qu'on a, je pense que c'est un effet du patriarcat. C'est-à-dire qu'on est capable de penser que l'hypnose fait tout. Il n'y a pas longtemps, dans un groupe, il y avait quelqu'un qui a posé la question de l'IFS, l'Interne Family System, qui est un truc qu'on connaît. Et j'ai été surpris de voir comment ces gens-là, ces mecs, et c'est que des madames, étaient capables de. Alors, je vais essayer de ne pas être grossier, mais étaient capables de décrédibiliser ou de cracher sur une méthode, sur une approche, sur une grille de lecture qui a aidé des millions de gens. C'est-à-dire que Dis quoi? nous, qui a aidé des. En fait, je t'entends bien. Je suis surpris de voir comment des hommes, parce que il n'y a que des mecs qui ont craché sur l'IFS, sur ce poste-là, sont capables de cracher sur une approche qui a aidé des millions de gens. On peut ne pas être d'accord avec le modèle, on peut le trouver plus ou moins tronqué, ainsi de suite, mais sauf que nous, de notre côté petit hypno, dans le trou du cul du monde, hein, pour se valoriser et pour avoir un peu de pouvoir, on crache sur des méthodes qui sont utiles et qui ont été utiles à des millions de gens dans le monde. Donc, est-ce que ça, c'est un aspect patriarcal qui vient euh, pour dire, moi, mon approche, elle est meilleure que la tienne, ou ainsi de suite? Je sais pas, je pense qu'Anna, elle peut mieux répondre que moi. Je m'interroge, en tout cas, je m'interroge là-dessus. Et je trouve ça déplorable, en fait, parce que ça, je finis juste Manu, je trouve ça déplorable parce que nos convictions, notre assurance et notre façon de vouloir prendre le pouvoir créent des retards de prise en charge qui peuvent être vraiment Super. très problématiques. Euh, pour le coup, je l'ai vécu, donc ces retards de prise en charge sont vraiment problématiques et en plus sont culpabilisants pour les gens qui viennent nous voir. C'est-à-dire que c'est le fameux si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'es pas assez motivé. Ta gueule, ferme, ferme-la, ferme-la. Peut-être que si tu n'y arrives pas, c'est que c'est pas le moment, peut-être que je ne suis pas assez compétente pour toi. C'est ça le vrai débat en fait. Et c'est comment nous, les hommes, pour pisser plus loin que l'autre, pour être plus fort que l'autre, on refuse de se remettre en question. On refuse de se remettre en question sur ces problématiques-là. Et je l'ai longtemps fait, hein, vraiment. Hein, ouais, l'hypnose, c'est génial, machin. Non, 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 non. Il ou elle arrête de fumer parce que j'adore les arrêts tabac. Je suis trop fort. Non, 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 non. Personne est venue, elle a vu 10 personnes avant moi, elle a cheminé, euh, elle a fait une rencontre. C'est le moment qu'elle arrête de fumer et moi, je crois que c'est grâce à moi. Voilà. Il faut arrêter. Euh, c'est vraiment cette idée-là que nous, quand on réussira à sortir de cette notion de pouvoir, effectivement, on pourra se remettre en question et on pourra faire avancer le public un peu plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je me suis perdu un peu, non? Peut-être, non? Non, 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 non. Anna, pas Non, plus que non, d'habitude. enfin, je comprends. Et je pense que c'est patriarcal, pour répondre à ta question, dans le sens où c'est lié à, enfin, le fait de dénigrer les autres méthodes, c'est lié à des situations de monopole, en fait. C'est Mhm. lié à une idée de rareté des ressources. Donc, dans ce sens-là, ouais, je pense. C'est pas Anna, qu'est-ce que t'en penses? Je l'avais pas, parce que, en fait, je me méfie de me
étant beaucoup dans des lectures comme ça, je sais que plus tu lis sur le féminisme, et sur d'autres trucs, hein, mais plus tu vois par ces prismes-là. Donc des fois, je me méfie de ça, mais en effet, Manu, comme tu dis, sur le fait de... En fait, j'ai un truc, il faudrait pas qu'on me l'enlève. Tu vois, ça, c'est la notion de privilège aussi. C'est pour ça que c'est dur de reconnaître qu'on a des privilèges parce on veut pas les perdre. Et ça se comprend. Qui aurait envie, si tu avais les privilèges, de les perdre? Mais en fait, le but, c'est pas de les perdre, c'est que tout le monde puisse les avoir. C'est que nous aussi, on les ait, ces privilèges-là. C'est pas de niveler par le bas, c'est qu'on soit tous au même niveau. Donc oui, dans cette idée-là, mais en effet, c'est très particulier d'aller cracher, et on l'avait dit un peu en off, d'aller cracher sur des gens. Et, de toute façon, tu dis l'IFS, mais ça va être les psychos. En hypnose, on crache Les énormément sur les psychiatres. psychos. Psychos, psychiatres, oui, mais avec eux, ils font pas de travail, parce qu'ils passent tout ça au crible de la psychanalyse, ils connaissent même pas les différentes approches psycho, tu vois. Que ce soit psychanalytique, TCC, humaniste. Raf, il n'y a pas de connaissances là-dessus. Et, euh, et les retards, enfin, je te rejoins, et de toute façon, ça, je pense qu'on est tous les quatre d'accord là-dessus. Les retards de prise en charge de la cause, de la faute des hypnos sont hypno, je mets les coachs dedans, hein, tous ceux qui n'ont pas voulu faire psycho parce que c'est trop long, parce que j'ai pas envie, parce que c'est trop psychanalytique, parce que blablabla, blablabla. Tous ceux qui n'ont pas voulu non plus développer leur connaissance psycho en lisant des bouquins, parce que tu peux apprendre tout seul. Tout est à disposition. C'est simple, tu as des formations dans tous les sens qui sont pas hyper chères. Euh, Tu peux apprendre. Sauf que nous, on se met que l'outil, c'est génial, donc on va aller faire toutes les sortes d'hypnose. Donc là, tu as toutes les formations, hypnose rapide, hypnose street, hypnose profonde, hypnose ultra, hypnose boulangerie, hypnose, tu vois. Tu Hypnose vas aller marketing. utiliser, tu vas aller utiliser qu'un seul outil, alors que là, je pense qu'avec Alma, ça fait un moment qu'on le dit, quand tu accompagnes des gens, on dit qu'on fait pas psychothérapie parce qu'on n'a pas le droit, mais tu fais de la psychothérapie quand tu accompagnes la souffrance mentale des gens, en fait. Donc, à moins d'avoir un cadre très très fermé sur l'hypnose qui serait juste du développement de ressources, par exemple pour la prépa mentale, et ne jamais aller dans de la souffrance mentale, mais faire que de la prépa mentale, faire du développement, comme tu faisais, Manu, sur du piano, tu vois, tu as des instruments de musique, des choses comme ça. Bah, sinon, tu fais de la psychothérapie, mais sauf sans les outils, quoi. Et même dans ce cas-là, Anna, je pense que du moment où ça se ramène à l'intimité de la personne, Mm. ça compte pour quelque chose. Donc, moi, je fais de la guitare, je suis nul, tu vois, mais c'est indispensable pour mon équilibre. Donc, on ne peut pas se cacher derrière le fait que non, on fait pas vraiment, etc. Par contre, on a besoin de comprendre notre place dans le parcours. Mm. Faudrait pas Exactement. croire que moi, hypno, je suis le parcours thérapeutique de la personne à moi tout seul. Ça, c'est une erreur. Plus personne travaille tout seul. Ça n'existe plus, ça. Ouais, tu parlais, Anna, je voulais rebondir sur les études de psycho, parce qu'en fait, d'abord, j'ai plein d'idées là-dessus différentes. C'est que, bon, il n'est pas du tout nécessaire, en fait, de faire des études de psycho, ou il n'est pas indispensable de faire des études de psycho pour accompagner correctement les individus. Néanmoins, les études de psycho, elles amènent quand même plein de trucs. Et je crois que la première chose qu'elles amènent déjà, c'est l'humilité, en fait. C'est de découvrir à quel point les, les perspectives sont multiples et que l'individu, il est tellement complexe que je peux en aucun cas le réduire à ce que moi je vois de sa complexité, c'est-à-dire le symptôme. Donc déjà, sur tous ces éléments-là, il y a vraiment une compréhension à avoir. Parce que quand même, dans beaucoup de cas, le symptôme, c'est juste un élément, en fait. Et que si je comprends pas que ce symptôme en lui-même est peut-être ce qui structure l'individu, ce qu'on appelle un mécanisme de défense, et que je vais, par un arrachage de bras et une mise par terre, aller lui gommer le symptôme, en fait, je vais faire pire. Je vais faire pire parce que l'angoisse, elle va aller se déplacer ailleurs. Donc, moi, j'ai réglé la phobie de l'avion. Ça va vite, hein, ça prend 2 séances en hypnose. Mais après, si je comprends pas que derrière la phobie de l'avion, en fait, il y a un besoin de contrôle,
que ce besoin de contrôle, il est lié à des traumas complexes liés à l'enfance et que, il y a une blessure et qu'il faut travailler sur cette blessure au départ liée à l'abandon, bah, le besoin de contrôle, il va aller se déplacer ailleurs que, en fait, sur la phobie de l'avion. Et donc moi, je peux aller dire fièrement sur les réseaux sociaux que j'ai réglé la phobie de l'avion en 2 temps. Tout le monde sait faire ça. Je veux dire, même les psychos qui font de l'hypnose. À part que moi, je refuse de faire ça. Parce que c'est pas mon cadre, en fait. Je ne veux pas travailler comme ça. D'abord, ça m'intéresse pas. Enfin, personnellement, je veux dire, ouais, ça m'intéresse pas. C'est pas, voilà, ça rejoint pas mes aspirations, mes perspectives. Et puis d'autre part, parce que je pense que je peux faire pire, quoi. Voilà. Parce que si j'enlève un mécanisme de défense, ben, il se passe quoi? L'angoisse, elle est à vif. Si je comprends pas qu'en plus il y a des machins systémiques, il se passe quoi? Bah, la personne retourne dans son système et ça continue. Si je comprends pas qu'éventuellement il y a un trouble psychique, psychiatrique ou un trouble mental pour lequel une médication est indispensable, je fais quoi? Je laisse la personne continuer son errance en me disant que moi j'ai traité sa phobie de l'avion. En fait, la phobie de l'avion, par exemple, c'est un truc, ça peut cacher une psychose, hein, par exemple. Enfin, alors moi je dis pas que tous les hypnos, ils doivent absolument être formés à la psycho, je le répète, hein, vraiment. Mais par contre, si on travaille avec de l'humain, faire en sorte de s'informer, de se former pour aller non pas uniquement, débilement, débrancher le signal d'alarme. En fait, pour moi, ça reviendrait à, tu as un incendie chez toi, l'alarme sonne, tu coupes l'alarme et tu te dis que l'incendie, c'est fini. Donc, alors, c'est pas grave si on travaille en collaboration. C'est pas grave si l'hypno est suffisamment perspicace pour se rendre compte que derrière il y a d'autres trucs et renvoie vers un psy. Enfin, je veux dire, moi je règle pas tout moi-même non plus, hein. Moi, je renvoie des trucs vers un psychiatre parce que c'est lui qui est l'expert du traitement médicamenteux pour tel type de personne. Ou je renvoie des personnes vers une diététicienne qui fait de l'hypnose sur le poids, ou je renvoie vers des addictologues qui font de l'hypnose tabac, parce que c'est pas ma spécialité. En fait, je peux pas avoir toutes les spécialités, quoi. Et donc, enfin voilà, moi je voulais aussi ajouter que l'autre truc que les études de psycho m'ont appris, moi, c'est déjà cette humilité, cette complexité de l'être humain, et puis aussi, en fait, l'esprit critique par rapport à la science. Parce que tu peux aller trouver un article de scientifique qui vient confirmer n'importe quelle information que tu as envie de confirmer, hein. Faut savoir ça. Dans les articles scientifiques qu'on nous a fait analyser, on est allé chercher tous les billets. Et le premier billet, c'est par exemple un billet d'échantillonnage. C'est que dans nos cabinets, on voit les gens en souffrance. Ce qui amène certains, par exemple, à affirmer que les personnes avec un haut potentiel sont des personnes qui ont des souffrances psychiques. Ben non, il y a un biais d'échantillonnage. Et puis, sur combien de personnes porte ton étude? Donc, c'est ce qui fait, en fait, bref, qu'on doit développer un esprit critique au sujet de tout, au sujet des bouquins qu'on lit, au sujet des études que l'on lit et enfin, qui nous permettent de, en général, confirmer notre propos, hein, voilà, et d'aller plutôt lire plein d'études, de les croiser, de lire des méta-analyses, et peut-être à ce moment-là de pouvoir arriver à quelque chose d'un peu plus établi en termes oui, d'informations pertinentes. Mais ne me balance pas à la figure une étude, s'il te plaît, parce que c'est pas comme ça qu'on travaille de manière scientifique, quoi. C'est-à-dire que même plus loin que ça, alors moi pourtant qui suis j'aime cette idée de se remettre sur la science, mais tout à fait déjà, une étude scientifique, c'est très dur à lire. Elle ne vaut pas grand-chose toute seule sans méta-analyse, et en plus, il y a un super article là-dessus que Albert Moukébert a cité, faudra que je retrouve. Les échantillons qui sont pris, ce sont des échantillons occidentaux. On étudie des populations blanches
souvent des étudiants en sciences, parce qu'on prend en fait les étudiants pour faire, les études, quoi. C'est ceux qu'on a sous la main, donc c'est facile. Et en effet, il faut voir tu vois, on parlait dans la discussion de Milgram, les études sur la soumission à l'autorité. Ils n'ont jamais fait l'expérience avec une femme qui serait celle qui dit mettez tant en, en, aidez-moi en électricité, voltage. dirons-nous. Oui, Allez, En en voltage. voltage, merci. Voilà, expérimentateur, quoi. en expérimentateur. Il y a jamais ça n'a pas été fait. Il y a eu une étude où il y avait que des femmes qui étaient comme sujet, une seule étude, où en fait ils ont vu qu'il y avait à peu près autant de soumission à l'autorité, mais qu'il il y avait plus d'effets émotionnels pendant tu vois, elle pleurait plus, il y avait elle montrait plus d'émotions pendant les études, mais il n'y en a jamais une qui a été faite avec la femme en expérimentateur. Est-ce qu'il y a autant de soumission à l'autorité à une femme? Je Je sais sais pas. pas. Mais c'est super intéressant parce que du coup, est-ce que les sujets étaient eux-mêmes principalement des hommes? Je me pose la question Eh ben, dans cette expérience de Milgram. dans les expériences de Milgram, oui, et ils en ont fait une avec que des femmes, c'est ce que je te disais. Il y en a une seule avec que Ah des oui, femmes. d'accord. Donc, avec des résultats qui n'ont pas été finalement refaits. Une fois qu'une étude toute seule, elle ne vaut rien. Il faut qu'il y en ait plusieurs qui aillent dans le même sens. Mais tu vois, c'est intéressant. Est-ce que la différence homme-femme, on la retrouve dans les études? Hmm. Moi, ça m'intéresse. Je me dis vraiment, est-ce que les hommes, s'il y avait une étude, s'il y avait que des hommes et une femme, qui auraient quand même la blouse blanche, donc ça, on sait que la blouse blanche, c'est un biais d'autorité, mais est-ce que ça marcherait pareil? Ça m'intéresse, moi. Peut-être que oui, peut-être que non. Bah, Je peux savoir qu'à oui. l'UCL, j'avais eu une conversation avec une amie il y a peu. Elle est chercheuse à l'UCL en anthropologie et en psychologie sociale, enfin psychologie sociale, mais ouais, sur comment dire, une recherche qui porte sur les différences hommes-femmes dans les prises de parole. Elle est en plein là-dedans. Et elle m'indiquait que, il y avait clairement des observations sur la manière dont les femmes prennent la parole, dans le doute et le questionnement, et la manière dont les hommes prennent la parole dans la certitude et l'affirmation. Ils sont en pleine recherche là-dessus à l'UCL, hein, l'Université catholique de Louvain en Belgique. Et donc, enfin voilà, pour revenir aussi sur cette idée de ben, moi, avec la vraie hypnose, je sais ce qui est vrai et du coup, la psychose, ça sert à rien, par exemple, ou autre chose, ça sert à rien. Ben, c'est nouveau, pour moi, c'est notion de certitude et de doute, quoi. C'est position haute, enfin, une prise de monopole, en fait, sur. Moi, j'ai compris absolument toute la santé mentale, toute la science sociale et la science humaine, et donc je vais t'expliquer comment ça se déroule et comment il faut faire. Et en fait, les études de psycho, ça, elles permettent justement d'être un peu plus humble par rapport à ça et d'être plus dans le doute, parce que je crois que plus j'apprends, plus je suis dans le doute, perso. François, tu voulais Ouais, intervenir? c'est, moi, je voulais revenir sur le fait que euh, Karima a dit on lui dit bah non, c'est pas ça, ou non, c'est pas ça, et je vais t'expliquer. Je pense qu'Anna, elle pourra mieux en parler que moi, c'est tout ce qui est autour Mansplaining. du mansplaining. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui m'interpelle, moi, c'est les sources et la posture d'autorité. Hmm. Moi, il y a quelques temps, quand je travaillais beaucoup sur le deuil et l'accompagnement du deuil et tout, j'ai lu un bouquin d'un psychiatre qui parlait de ce qu'on appelle les VSCD. Et ce bouquin a été affiché comme très bien sourcé. Je suis OK, ça marche. J'ai fait 4 recherches sur les sources, chose que je ne faisais pas avant. Comme moi, avant, comme bonhomme, je me disais, ouais, de manière, il a raison, machin. Et c'est le fait d'échanger avec Anna qui m'a dit, mais en fait, qu'est-ce que t'en sais des sources? Je suis OK, je suis allé chercher un peu. Et on se rend compte qu'il y avait des recherches qui étaient menées sur 20 personnes et un échantillon de 80 personnes. Ça n'est pas valable. Ça n'est pas valable 80 personnes. Sauf que la plupart des recherches pour ce thème-là sont hyper réduites, quoi. Donc, il faut toujours faire attention aux sources. C'est un truc que j'ai appris. Et mon comportement masculin, d'une certaine façon, je me dis, ouais, c'est bon, on y va, en mode bourrin. Et donc, je ne vérifie pas les choses. Et je faisais
quelque chose qui était décalé, qui n'était pas adapté. Il a fallu que moi, j'accepte, parce que c'est un vrai travail d'acceptation, et c'est parfois inconfortable euh, parce que nous, les bonhommes, on est aussi avec d'autres bonhommes qui ne comprennent pas qu'on soit en train de changer des choses. Et c'est euh, c'est inconfortable, mais c'est toujours moins inconfortable que la position d'une meuf. C'est euh, c'est aussi important à, à- à préciser euh, dans le cheminement qu'on a. Et ce cheminement de questionnement-là, il est, euh, il est essentiel, de remise en question, il est essentiel. Et ça manque beaucoup, beaucoup dans les échanges qu'on a vus. Moi, dans ce que j'ai lu dans l'hypnose, de ce que Karima elle pose son article et tout, mais t'as envie de mettre des baffes. T'as envie de mettre des baffes, des mecs qui font. Est-ce que tu as bien lu l'histoire de l'hypnose? Ta gueule. Mais ferme bien ta gueule avec ton histoire de l'hypnose. On avait dit Putain, qu'on était correct, non? Les pardon, accords excusez-moi. Toltec. Excusez-moi, Les j'ai accords fait un élan Toltec, les de. accords Toltec. J'ai fait un élan de. Oui, et Non, ici, c'est en parce plus, pardon François, pour que. rebondir, je me dis en plus, ici, on est en train d'en parler entre quelque part privilégiés de l'hypnose. C'est-à-dire que Complètement. on connaît depuis suffisamment longtemps et on se sent suffisamment à l'aise avec pour se dire que c'est pas bien grave si on n'a pas lu toute l'histoire de l'hypnose et que normalement, bon, on se sent plutôt tranquille avec la façon dont on bosse. Mais il faut se demander aussi, en fait, quel effet ce type de truc fait sur des gens qui sont en cours de formation, qui, du coup, se sentent des merdes, hein. Ben, j'en ai plein, hein, Mhm. dans mes groupes de formation en hypnose, en perfectionnement, dans mes élèves en systémique. Mais il y en a plein qui me font savoir qu'elles se sentent de moins en moins légitimes en écoutant et en regardant à quel point elles sont à côté de la plaque parce que le grand monsieur du groupe, un tel ou les grands monsieur qui connaissent si bien, en fait, il se dit que ce qu'elles font, c'est pas du tout de l'hypnose. Alors merde, quoi. Elles vont faire quoi? Elles vont arrêter alors. Enfin, et donc elles sont vraiment. Et je dis elles parce que bon, bah, parce que j'ai Bah, surtout des femmes qui me disent bah, ça. bien sûr, Désolée. bien sûr. Je trouve que c'est important que tu précises le L. J'allais te demander de préciser qui est dans les groupes. Parce que je me rappelle dans les groupes, les mecs, quand moi, en tout cas, quand j'ai fait ma formation, on n'était pas trop dans le doute, tu vois. On testait, quoi. On n'était pas trop dans le doute. Je sais pas, Manu, toi, comment tu as vécu les choses. Bah, Mais quand t'es un mec dans l'hypnose, quand t'as des doutes, t'apprends à faire des inductions instantanées et le problème est réglé, en fait. ok, c'est vrai. C'est C'est pas vrai. fou. C'est pas fou. Mais moi, je voulais Apprends à qu'on fasse. devenir un peu plus sûr et à développer sa posture de certitude. Comme ça, t'as plus de doute dans la vie. Bah Tranquille. ouais. Mais en fait, c'est simple. C'est ce que vous comprenez pas, mesdames. Je vais vous expliquer On va vous rationnellement. En l'expliquer. fait, c'est simple. Ah, Voilà. Faut et pas vous rationnellement, énerver. sans émotion, hein. Voilà, c'est simple, sans Voilà. émotion. Il faut être une IA, il faut être un robot. Euh, et puis, il faut écouter les pères fondateurs, les pères spirituels et les pères de substitution voilà, qui sont en haut de la pyramide. Parce qu'ils ont C'est raison. super, Voilà. c'est Enfin, super, c'est super important ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que tout le c'est monde pas te parle compliqué, quoi. d'Erickson, de machin, de bassin. Qui a bossé avec Ericsson pour de vrai? Personne. On a juste les écrits d'autres personnes qui ont dit Ericsson. Donc, tu vois, non, n'importe quoi. C'est biaisé. C'est biaisé. C'est pas vrai, en fait. L'hypnose ericksonienne n'existe pas. Mais moi, ce qui m'avait choqué, encore une fois, je reviens là-dessus, dans le, dans le, dans le post de Karima, c'est les réactions et tout le mansplaining qu'il y avait là-dedans. Et peut-être que Ouais. Anna, elle peut nous en parler si si c'est un sujet intéressant ou pas, j'en sais rien. Moi, j'avais trouvé ça vraiment déplacé. Et je me rends compte que j'en ai fait un paquet, hein, moi. Moi, je me rends compte que j'en Ouais, ai fait moi un aussi. paquet. Hein. Mais, Moi aussi, François, oh, ça m'intéresse, hein. Ouais. mais détestable. Mais détestable. Et à Mais si expliquer on à nous des gens faisait plus ça, si qualifiés on que nous faisait moi, ça, on renverrait les gens dans les cordes. mais bien sûr, mais bien sûr. Ouais. Expliquer à des gens plus qualifiés que moi comment ils doivent bosser. Mais c'est d'une prétention sans nom. Ces gens qui viennent après vont te dire oui, la position basse. Oh, allez, c'est bon. Donc, moi, ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué. Choqué, je suis pas possible, en fait. Mais bon, Mm. après, C'est le- c'est aussi des gens qui défendent des business. Hein. Oui, C'est oui, aussi bien des gens sûr. qui défendent des business.
Karima, tu es un peu dans le même business que ces gens, donc du coup, c'est normal qu'ils défendent un peu. En fait, je crois que tout le monde a un business à faire valoir. On est d'accord. Enfin, c'est pas la question. La question, c'est que je peux publier des choses qui, bien entendu, parce que déjà, je suis sur Facebook parce que je suis dans un business. Enfin, sinon, je serais déjà pas sur Facebook et j'ai pas besoin, en fait, d'aller proposer mes visions du monde sur Facebook. Je m'en fous, en fait, de Facebook. En vrai, j'y suis que pour le business. Enfin, que pour le business, oui. Et puis, du coup, comme j'y suis, bah, je partage mes idées. Et en fait, je partage des choses qui sont vraies, enfin, en tout cas, qui pour moi sont vraies, qui sont sincères, qui sont honnêtes, qui sont pas dites pour faire du business, quoi, pour faire du buzz. Après, évidemment, avec mes filtres à moi et avec l'idée que, bah non, l'hypnose suffit pas à tout. Voilà, ça, je suis désolée. Mais alors, quand je le dis en formation, et je dis aussi aux gens, bah, ne me croyez pas sur parole, hein. C'est ma croyance à moi, hein, en fait. Vous n'êtes pas du tout obligé de me croire sur parole. C'est ma croyance à moi. Maintenant, elle est fondée, je vous ai dit, sur mon propre parcours thérapeutique. Ça fait 30 ans que je travaille en thérapie sur moi, allez, avec 15 thérapeutes différents, avec 20 méthodes différentes. Et elle est fondée aussi quand même sur une expérience de cabinet. Et je travaille avec 20 patients en moyenne par semaine depuis plus de 20 ans, quoi. Donc, quand des gars que je connais personnellement viennent te dire sur Facebook qu'en fait, on n'a pas besoin de la psycho dans la vie et que arracher un bras et mettre quelqu'un par terre, ça suffit parce qu'ensuite son cerveau fera le reste, ben, j'ai envie de dire, écoute, commence déjà par voir des patients toi-même avant de former des gens, non? Enfin, je sais pas, ça te donnera peut-être un petit décalage, un petit peu d'apport et d'étayage sur, OK, pourquoi tu considères qu'en mettant quelqu'un en 3 secondes par terre, son cerveau va faire le reste? Vas-y, développe, mais développe sur ton expérience clinique, quoi. Enfin, mais pas parce qu'en fait, toi, tu as appris l'hypnose ludique et que tu te dis que ça suffit pour ouvrir un cabinet, avoir vu du coup 3 personnes dans ton cabinet depuis quelques années et ensuite aller donner les formations en hypnose, comment dire, thérapeutique, quoi. Ouais, ça me pose problème. Franchement, parfois, ça va du côté de la révolte, quoi. Et je comprends certains psys qui sont révoltés. Je comprends certains psys qui, en fait, deviennent en colère contre ces formations à la va-vite et où on fait penser aux gens qu'il suffit de faire plein de trucs complètement spectaculaires et que là, c'est bon, en fait. Et que si tu as l'hypnose, tu as tout pour aider les gens. C'est grave et il y en a qui sont en colère avec ça parce que bah, ils y ont passé des années dans leurs études, ils ont compris plein de trucs sur le fait que ben non, c'est pas si simple que ça. Et, euh, et voilà, c'est compliqué, c'est difficile à entendre, quoi. Ça peut générer, voilà, de la colère. Et je sais pas vous, mais moi, j'ai pas l'impression que c'est les psys qui la ramènent le plus hein, sur les réseaux. Enfin, franchement, quoi. Je suis dans des groupes psy, comme je suis dans des groupes hypno, et je sais que dans les groupes hypno, il y a des psys hypno. J'ai pas l'impression que c'est eux qui la ramènent le plus. Euh, donc voilà, peut-être un peu d'humilité simplement par rapport à tout ça. Peut-être un peu de sérieux aussi dans son travail. Quand je dis sérieux, c'est pas d'aller chercher une étude scientifique de 3 personnes qui valide ton truc et donc là considérer que ce que tu dis est donc validé par la science. C'est pas ça sérieux. Sérieux, c'est de te dire que si tu accompagnes de l'humain, ben, t'arrêtes jamais de travailler sur toi et t'arrêtes jamais de te former. Jamais. Parce que les humains changent, parce que les humains, enfin, que ce que moi j'ai appris en sortant de l'UNIF il y a 30 ans, c'est plus valable aujourd'hui déjà. Enfin, voilà. Ce que j'ai appris en hypnose il y a 25 ans, c'est plus valable aujourd'hui. Bon, bref, ça change, ça évolue, tout évolue, moi-même.
et que il y a plein, plein, plein de nouvelles infos à intégrer, quoi. C'est jamais fini. Merci, merci Karima. Je vais devoir vous demander qu'on se dirige vers la conclusion tranquillement. Le temps passe très vite en votre compagnie. Anna, est-ce que tu es motivée pour faire un peu de pédagogie sur le mansplaining, tone policing, ou est-ce que les gens devraient connaître parce que ça fait Oui. partie du langage courant? Et est-ce qu'on peut donner quelques références pour inviter les gens à l'étude avant de conclure? Ce que je fais, c'est que j'ai fait un doc que je ferai passer. Ok. Euh, pour le mansplaining, ça va être en fait des hommes qui parlent à des femmes qui savent mieux qu'eux et qui leur expliquent la vie, en gros. Parce que nous, pauvres petites choses faibles et fragiles et débiles, hein, aussi, des fois, je pense qu'ils nous prennent pour des connes, en fait. Euh, donc là, je vais avoir un peu de tone policing, je pense. Voilà, et bien, il faut qu'on nous apprenne les choses parce que ben, on n'est pas capable toute seule. Et quand ça vient, c'est assez historique, hein, du fait qu'on nous a fermés pendant un moment, les universités, le savoir, etc. Et ben, on est resté sur l'idée que de toute façon, on est des, tu vois, on est des, en Grèce, on était des hommes ratés il y a très longtemps. Nous étions des hommes ratés. Donc, notre clitoris était un pénis qui n'avait pas poussé, les ovaires, des testicules qui n'étaient pas tombés. Donc, nous étions tu vois, je lis un bouquin où la meuf l'explique très bien. Elle dit on était des gâteaux ratés, nous. Donc, nous ne sommes pas des gâteaux ratés. Nous avons la capacité d'apprendre. Le tone policing, c'est de dire à des gens qui sont révoltés que le message de fond, je suis d'accord, mais il faudrait que tu le dises autrement pour être comprise. Mais merde, en fait. Le jour où vous aurez vécu ce que nous, on vit tous les jours, vous aurez vécu nos oppressions, et je ne suis pas la plus opprimée, mais vous aurez vécu par quoi on passe, les agressions, les viols, le fait d'avoir toujours quelqu'un qui nous explique comment va la vie, eh bien à ce moment-là, vous verrez si vous n'êtes pas révolté. Vous verrez si vous parlez gentiment, si vous parlez sans colère. En fait, on peut avoir de la colère et la colère est saine et elle permet d'avancer et elle permet d'avoir des gens qui allument des lumières et qui nous disent là, c'est déconnant en fait. Je rappelle quand même que le féminisme, c'est une des révolutions pour avoir plus de droits qui est le moins sanglant, la moins sanglante. Donc, à un moment, fermez vos gueules tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non. Voilà. Donc ça, c'est toutes les excuses que vont trouver les hommes pour ne pas écouter nos discours, pour dévier la conversation. On va avoir plein de trucs, hein, le truc, l'appel à la biologie. Oui, mais les hommes et les femmes sont différents, ils sont complémentaires. Vas-y. Là, je vous renvoie au livre Méta de choc sur la différence des sexes, les différences biologiques des sexes. Vas-y, trouve-moi. Je dis pas qu'il y en a pas. Et c'est ce elles disent dans le livre. On dit pas qu'il y en a pas. Il y en a des différences biologiques, évidemment. Mais trouve-moi des différences biologiques qui feraient qu'on a moins de droits que toi. Qui ferait que la testostérone, c'est la violence. Pas du tout. Aucune étude va dans ce sens-là. Même les méta-analyses ne sont pas dans ce sens-là. L'ocytocine, c'est pas l'hormone de l'amour. On n'est pas, parce qu'on est blindé d'ocytocine, on n'est pas là pour aimer tout le monde, en fait, pour faire du care toute la journée ou laver la vaisselle. Il n'y a pas. Il n'y a pas l'hormone de la vaisselle encore. Donc, tu vois, toutes ces excuses-là, et tu vois, bah, c'est pas moi, c'est l'autre, on me juge parce que je suis un homme, mais de toute façon, on parle tout le temps du patriarcat. Là, j'ai vu récemment le mec qui disait j'en ai marre de ce patriarcat qui revient à toutes les sauces. Franchement, ok, je te prends au mot, je vais sur Hypnose, je regarde dans le dernier mois toutes les publications et je regarde celles qui ont un lien avec le patriarcat. Bah, il n'y en a pas des masses en fait. Donc, parce qu'on l'évoque de temps en temps, parce qu'à un moment on dit oui, non, c'est pas normal, c'est trop, mais désolé. Désolé pour vous, franchement, désolé de pas être assez douce en fait. On n'est plus assez douce, on sort du cliché de la femme et ça ne va pas visiblement. Donc, ça, c'est toutes les petites excuses qu'on va trouver hein, pour qu'on se taise là-dessus. Ce qui, du coup, n'amène pas à la conclusion. Ça me fait que de m'énerver encore plus. Et oui, je m'énerve. Je m'agace. Tu as le droit, tu as tous les Euh, droits ici. T'as tous les droits ici. mais merci de me le donner. Je le prends. Euh, je, euh, je pense qu'en conclusion, pour moi, ce qui va être important, ça va être justement, tu vois, la notion de comment on en sort de tout ça. Parce que c'est vrai qu'on pointe des problématiques. Tout le long là, du podcast, on pointe des problématiques. Comment on en sort par l'éducation. Et ça va être important, je pense, de s'auto-éduquer. Parce que finalement, et tu vois, François, tu l'as dit plusieurs fois, l'éducation, elle passe par nous encore. C'est encore nous qui faisons le boulot. C'est encore nous qui allons aller chercher des trucs, des articles, qui allons lire des bouquins. Et François, c'est exactement ce qu'on voit dans notre couple. Hein. Je me permets de le mettre au devant de la scène. Mais c'est moi qui lis beaucoup de choses. Et ça va être beaucoup les femmes qui vont, pour se battre pour leurs droits, faire beaucoup d'efforts.
pour faire passer des ressources, faire passer des docs, des infos, pour montrer, ben regardez, tout ce que je dis, c'est pas de la merde, quoi. Et on en parlait dans la loi de Brandolini, c'est-à-dire que pour démonter des arguments à la con, qui tiennent en une phrase, hein, genre moi j'ai raison parce que je sais, et ben nous on prend un temps infini pour démonter ces arguments-là et avoir des ressources derrière. Ça prend du temps, ça prend de l'espace mental, ça prend de l'émotionnel. Donc des fois on a le temps pour ça, des fois non. Là moi personnellement je vais prendre le temps de mettre vraiment beaucoup de ressources, mais de toute façon ça va être très important d'aller lire, d'écouter les femmes qui parlent en fait, d'écouter ce qu'elles disent, merde au bout d'un moment de lire, de se remettre en question un petit peu. Des fois, c'est trop dur, mais vous le ferez quand vous pouvez. Et d'aller dans des espaces où il y a des infos. Hypnose inclusive, il y a un nombre d'articles et de podcasts et d'infos qui est incroyable. Le boulot qui est fait est dingue. On peut chercher par hashtag phone policing, mansplaining, patriarcat, agression sexuelle, chiffres, ce que vous voulez, pour qu'au moins vous confrontiez à votre propre pensée. Tu vois, quand on pense, ouais, mais non, il n'y en a pas tant des agressions sexuelles que ça. Mais c'est intéressant de se confronter. Allons chercher les chiffres. Allons regarder. Mais il n'y a pas trop de féminicide. Bah, ok, allons voir. Est-ce que ça a un lien avec le patriarcat? Ok, bah, va chercher. Donc, allez faire ce travail. Ne pas attendre que les femmes le fassent pour vous. Et là, je parle aux hommes directement. C'est important, je pense. Et d'aller dans des groupes où il y a ce travail qui a été fait et de prendre des ressources, de remercier pour ces ressources et d'en apporter soi-même aussi. Et donc ça, c'est pour les hommes et les femmes, hein, parce que, comme Karima, tu disais, toutes et tous soumises au même biais là-dessus sur le patriarcat et sur autre chose. Et pour les hommes, je pense que c'est important de partager votre parcours et vos doutes quand vous êtes dedans, parce que c'est difficile de déconstruire quelque chose. C'est difficile de déconstruire des privilèges, de se dire merde, j'ai fait de la merde, comme pour nous, hein, mais c'est important de le partager à d'autres hommes. Et moi, et j'ai peut-être complètement tort là-dessus, hein, c'est très possible, mais je pense que ça passera par les hommes. Je ne suis pas sûre que pour l'instant les hommes écoutent des femmes. C'est un peu pessimiste. Et voilà, j'ai fini. Avec un Merci, grand sourire pour dire que je suis sympathique. merci Anna. Merci Anna. Effectivement, c'est pas, ouais, vous passez beaucoup de temps à vous expliquer à des gens qui veulent pas vous écouter. Donc, merci d'avoir fait encore ce travail-là. Bah, encore une fois, je comprends que ça demande beaucoup d'énergie et que ça peut être frustrant. Euh, voilà. J'espère que vous vous êtes senti entendu, en tout cas dans cette discussion. Si je peux Qui veut ajouter prendre le juste mot de la quelque fin? chose à Karima, vas-y. la Ouais. conclusion d'Anna qui est très très importante pour moi sur le patriarcat de manière générale et sociétale, pour le ramener peut-être sur l'hypnose aussi, c'est plutôt que de débattre de l'idée de quelqu'un qui est pas forcément la même que la vôtre, mais posez-lui peut-être des questions, tiens. Qu'est-ce qui amène chez toi cette position-là? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Enfin, voilà, s'intéresser, en fait, se poser des questions, c'est ce que j'appelais se laisser traverser, euh, à, à l'opinion de quelqu'un d'autre. Euh, voilà. Pour autant que celle-ci soit formulée, pour moi, de nouveau, important, qu'elle ne soit pas formulée sur un mode de domination et de vérité vraie, en fait. Mais quand par contre je lis des choses qui vont à l'encontre de ma propre croyance, ben, je me dis autant l'écouter, autant poser des questions s'il m'en reste, et autant me laisser bouger intérieurement sur à partir des idées de quelqu'un d'autre, en fait. Parce que je trouve ça vachement intéressant pour moi perso. Et je me dis que dans les rapports entre les hommes et les femmes, dans notre domaine, microcosme, hypnose, ça pourrait être ça, par exemple. C'est que si je suis pas d'accord, je viens pas en tant qu'homme dire, en tant qu'homme ou femme, hein, il y a parfois des femmes qui font ça, mais en tant qu'homme, venir dégommer le truc en disant que machin a dit l'inverse dans son bouquin. Non, je sais pas, pose des questions ou intéresse-toi, quoi. J'ajouterais de s'intéresser sincèrement parce qu'il y a une manière accusatrice de poser des questions. Enfin, c'est ce qu'on apprend en PNL, hein, c'est la base de notre formation. C'est les questions de recadrage, c'est chercher la précision là où il n'y a pas de Mm. précision possible, etc. Non, non, je parle de vraies questions, Ouais. de vraies questions d'intérêt pour l'autre et pas de questions pièges pour le piège, ok? Voilà. Hier, j'ai vu, enfin, juste
Pour la parenthèse nouveau, hier j'ai reçu en interview une psychologue qui travaille exclusivement avec des pervers narcissiques et des victimes de pervers narcissiques. Et mon idée, c'était d'aller voilà, échanger sur nos positions différentes sur la perversion narcissique. Et ça, enfin, j'ai trouvé ça génial en fait, parce qu'on a des positions complémentaires, différentes, et que ça a pu vraiment se faire dans le questionnement que j'appelle le vrai questionnement, où je m'intéresse vraiment à l'autre et où elle était également ouverte à ma vision des choses. Et qui n'a pas à aucun moment été du côté de je te pose une question piège pour démontrer à quel point, de nouveau, tu es incompétent sur la question que tu amènes. Ça, c'est pas des questions. Merci. Ouais. Merci à vous trois. Merci aux gens qui ont pris le temps de nous écouter. On va conclure là-dessus. On mettra quelques ressources en commun qu'on mettra dans le descriptif, d'accord? Et puis, ben, voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus, donc on va s'arrêter là. Merci à vous, bonne Oui. journée. Bonne journée. Merci à tous. Ouais, Au Restez en revoir. ligne, hein, je coupe l'enregistrement, mais voilà, ça n'enregistre plus, normalement, je vérifie. Si, ça Ici, enregistre. c'est encore en train d'enregistrer. On n'a pas Voilà, entendu le recording stop. t'imagines si j'avais dit un truc.